La famille, cellule de base de toute société humaine, est toujours protégée et encadrée par la loi dans chaque pays. Très souvent, la famille prend naissance avec un mariage. Quelle que soit sa forme, mariage coutumier, civil ou religieux, ou sa nature, mariage hétérogène ou homosexuel, la loi établit les conditions de son début et de sa fin. L'idéal est de voir un couple rester marié toute sa vie, quelles que soient les difficultés qu'il pourrait rencontrer. Mais la réalité est que environ 30% des mariages en Ontario finissent par un divorce. C'est pourquoi le réseau des chercheurs africaines, le RECAF, organise des sessions interactives dans les régions de Peel, Toronto et Durham pour le renforcement des capacités des immigrantes et immigrants francophones en droit de la famille. Le facilitateur invité pour la cause est Maître Gérard Lévesque. Avocat et notaire depuis 1988, Maître Gérard Lévesque a assumé durant une décennie la direction générale de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Maître Gérard, quel est le meilleur scénario d'un divorce ou d'une séparation? Tout ce qu'on peut décider nous-mêmes, à l'amiable, entre conjoints, c'est à notre avantage. Parce que là, le compromis qu'on a fait pour s'entendre à l'amiable sur une question ou l'autre, c'est absolument pas ce qu'on voulait en premier, mais c'est un compromis avec lequel on peut vivre. Alors, si on ne peut pas s'entendre, il y a des conseillers matrimoniaux, il y a des avocats, il y a des psychologues, il y a des services familiaux qui peuvent nous aider, mais en fin de compte, si on a bénéficié de l'aide de tout le monde et qu'il n'y a pas d'entente sur un aspect ou l'autre, que ce soit qui va garder l'enfant et est-ce que l'autre conjoint va avoir accès à l'enfant, si oui, quand, comment, qui va payer pour le fonctionnement de l'enfant, est-ce que ça va être les deux, ça va être juste un, comment est-ce que ça va se faire? Alors, c'est plein de choses à décider. Comment les biens vont être partagés. Alors, si on ne peut pas s'entendre à l'amiable, là, on n'a pas le choix. Il faut avoir recours au système juridique et c'est le juge qui va décider de voir quel est le meilleur intérêt de l'enfant. Et si nous, on ne peut pas le voir, c'est ce que la Cour va devoir décider si vous demandez à la Cour de décider à votre place. C'est pas facile en droit familial de s'entendre à l'amiable sur toutes les questions qu'il faut décider entre deux conjoints lorsqu'il y a une séparation et ou un divorce. Comme nous le savons tous, un divorce coûte très cher. Est-il possible que quelqu'un demande lui-même son propre divorce sans l'aide d'un avocat? Oui, on peut faire soi-même son divorce. Les formulaires sont disponibles sur Internet. J'ai indiqué un lien là-dessus. Il y a des guides qu'on peut lire comment remplir les formulaires. Il y a beaucoup de choses disponibles comme brochure. J'ai vu dans la touriste aujourd'hui qu'on vous remet une excellente présentation, les enfants du divorce. Plus un enfant est jeune, plus il risque d'être affecté si ses parents se séparent. Alors c'est important de préparer les enfants pour qu'ils ne pensent pas que c'est de leur faute si les parents ne sont pas en mesure de vivre ensemble. Et ça ne veut pas dire que le père ou la mère n'est pas moins intéressé à continuer à aider son enfant et qu'il va le supporter, mais ça va être dans une situation différente qu'auparavant. Même lorsqu'on fait une requête conjointe en divorce, les parties sont habituellement représentées par un avocat indépendant pour qu'il puisse avoir un avis juridique indépendant. Si une partie n'a pas eu un avis juridique indépendant, ça l'évite par après que cette partie-là dise qu'elle prenne la position qu'elle n'est plus liée à l'accord
qu'elle a signé parce qu'elle n'avait pas, avant de le signer, obtenu un avis juridique indépendant. En Ontario, vous pouvez voir ça ici, les frais judiciaires pour obtenir un divorce, ça s'élève à 447 $. Ça, l'avocat n'a rien dans ça. Ça, c'est le gouvernement qui prend le 447 $. Et voici comment il est distribué. La première somme de 167, c'est lors du dépôt de la requête en divorce. On peut faire une requête en divorce seulement une partie contre l'autre, ça veut dire que l'autre va répondre, ou on peut faire une requête conjointe en divorce. C'est ce qui coûte moins cher en temps et en argent, une requête conjointe en divorce, parce que ça monte tout de suite au tribunal, la chicane est finie, les deux sont d'accord pour avoir le prononcé d'un divorce, et ils ont tous tout réglé les autres questions avant le divorce. Ils ont réglé ça à l'amiable. Alors ici, de 167, 157 $ va au gouvernement de l'Ontario et 10 $ va au fédéral parce que, comme j'ai mentionné, le divorce est de compétence fédérale. Alors, le 10 $ va servir à faire vérifier par le ministère de la Justice si un ou l'autre des deux conjoints a déjà demandé un divorce dans une autre juridiction, en Ontario ou dans une autre province, parce qu'on ne veut pas être pris avec deux dossiers contradictoires. Et la deuxième étape, quand on revient au tribunal pour déposer une déclaration assermentée en appui de chacun des deux parties, en appui à la requête en divorce, il faut déposer un autre 280 $, ce qui fait le 447. Et à ce moment-là, le dossier est envoyé à un juge s'il n'y a pas de contestation. Si c'est une requête où les deux parties s'entendent puis les informations concordent, les deux parties n'auront même pas besoin de se présenter au tribunal. Ça va tout être déposé, signé par eux, mais déposé en leur nom par les avocats. Puis, ça va être signé par le greffier. Mais dès qu'il y a quelque chose où les parties ne s'entendent pas et qu'il faut aller devant le juge, bien, c'est là qu'il va falloir prévoir une audience. Des gens qui sont sur la sécurité de la vieillesse. Et comment ils peuvent utiliser l'aide juridique s'ils ont des problèmes du point de vue juridique. Parce que pour le moment, on entre dans cette catégorie à 65 ans. Mais je sais qu'il y a une loi qui a voulu augmenter à 67 ans pour entrer dans cette catégorie. Du gouvernement fédéral. Oui, ils en parlent parce que moi je suis déjà dans cette catégorie. Je vais avoir 74 ans. Non. Même si on n'a pas droit à un avocat payé par le système d'aide juridique, il y a aussi un système d'exemption des frais judiciaires que vous pouvez considérer. Les frais judiciaires, c'est ce qu'on doit payer au tribunal quand on veut quelque chose. C'est pas ce qu'on paie à l'avocat qui prépare les documents. Alors, ça peut expliquer des fois pourquoi les factures d'avocats, en plus de leur travail, ils chargent dans leur déboursé pour se faire rembourser de ce qu'ils ont payé au tribunal lorsqu'ils ont déposé les documents. Si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, vous pouvez demander une exemption de payer les frais judiciaires. Et je ne l'ai pas mis ici, mais je le mettrai pour une prochaine session. Là aussi, il faut montrer qu'on vit sur une pension de vieillesse où on n'a pas de revenus autre que ce qui nous permet de payer notre logis et notre nourriture à chaque mois. Nous avons en Ontario un bureau des obligations familiales. L'abréviation, c'est BOF. Alors, c'est facile à s'en souvenir, BOF. Vous avez accès à leur site Internet là. Alors, si il y a une séparation des époux et qu'un époux doit payer à l'autre époux une pension élémentaire, soit pour le conjoint, soit pour les enfants, que le versement va se faire non pas directement d'un époux à l'autre, mais par l'entremise du bureau des obligations familiales. Est-ce qu'une personne peut entrer juste sur le site, télécharger les formulaires, les compléter puis les envoyer? On peut le faire soi-même, mais c'est tout le temps mieux d'être consulté par quelqu'un qui a de l'expérience dans ça. Alors, si
vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas utiliser les services d'un avocat, vous pouvez au moins aller au centre d'information en droit familial du palais de justice de votre région pour qu'il revise votre formulaire avant que vous le déposiez. Parce que si vous le déposez et que ce n'est pas complet ou qu'il y a des erreurs dedans, bien, ça va vous coûter plus de temps à modifier le formulaire puis à le redéposer. Parce que l'autre partie a droit de répondre à ce formulaire-là et l'autre partie aussi peut consulter un avocat ou consulter les employés du centre d'information en droit familial dans tous les palais de justice. Alors, au minimum, c'est bon de montrer, si vous le faites par vous-même, est-ce que ça c'est complet, est-ce que j'ai fait des erreurs, est-ce que vous voyez des choses que je pourrais améliorer pour protéger mes droits et ceux de mes enfants. Si la personne quitte le Canada et on va dire, bon, la personne va dans un pays en voie de développement. Alors, le bureau peut aider, même si la personne qui doit payer déménage dans une autre province ou dans un autre pays. Est-ce qu'il y a des pays africains parmi ces pays-là? Moi, j'avais trouvé ça incroyable que l'Ontario avait signé un accord avec, je pense, le Zimbabwe, au moment où le système juridique du Zimbabwe n'avait pas beaucoup de crédibilité et qu'on n'avait pas d'accord avec aucun des pays francophones d'Afrique. Comme vous dites que si on fait un compromis entre les conjoints, supposons il y a des cas où la conjointe peut appeler la police et puis on prend le monsieur, on l'amène et puis on lui dit de ne pas arriver là où se trouve sa femme. Mais maintenant, si la femme maintenant elle reste là et trouve qu'elle seule ne peut pas, elle ne peut pas tout assumer, elle a des enfants et elle fait appel au monsieur. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il retourne là où se trouve sa femme ou il doit suivre les... Il faut faire attention avec les plaintes d'allégations de violence parce que vu que les gouvernements et les services policiers ont une tolérance zéro, ils vont prendre des mesures immédiates pour, s'ils pensent ou s'ils ont une allégation crédible de violence, pour tenter d'arrêter et de prévenir la possibilité de violence. Il lui est interdit de communiquer avec elle. Si elle l'appelle, elle va être complice de sa violation, de son engagement de ne pas communiquer avec elle, parce qu'il s'est fait ordonner ou il a signé volontairement un engagement de ne pas communiquer, puis des fois c'est juste temporairement, tant que ça ne retourne pas en cours ou pour un certain nombre d'années, de jours ou de semaines, ou ça peut être d'une façon permanente. Alors, si elle a besoin d'aide, il faut qu'elle communique avec la couronne si elle veut vraiment que ce soit son ex-époux ou son époux ou son conjoint ou son ami ou n'importe qui, l'autre partie contre qui il y a cette ordonnance-là, bien, si elle pense que c'est cette personne-là absolument qui doit lui aider, qui peut lui aider, bien, elle doit passer par la couronne pour demander une variation, un changement de l'ordonnance. Sinon, lui peut être mis immédiatement en prison et avoir à passer devant le juge et tenter de négocier une libération conditionnelle avant un autre procès où là, il serait accusé d'avoir violé son engagement ou l'ordonnance de ne pas communiquer. Pourquoi dans la plupart des cas de divorce, c'est une longue procédure? Dès qu'une partie n'est pas d'accord, ça va prendre beaucoup plus de temps parce qu'avant que la Cour décide, il faut qu'elle connaisse tous les arguments d'une partie, tous les arguments de l'autre, et les deux parties ont le droit de répondre à l'autre partie. Alors, ça prend du temps, ça, et surtout de déposer là où les preuves qui les appuient. C'est un avantage tout le temps de pouvoir s'entendre à l'amiable si on peut. Encore là, je disais au début de la session aujourd'hui que quand on s'entend, ce n'est pas notre position première, mais c'est une position avec laquelle on peut vivre. Que dire des mariages coutumiers, traditionnels ou religieux célébrés dans d'autres pays? En immigrant ici,
une fois que ce mariage s'est dissous, est-ce qu'ils peuvent se présenter devant la justice canadienne pour statuer si ils ont été bel et bien mariés sous ce statut de mariage coutumier ou religieux? Ce que vous mentionnez, c'est il peut y avoir des cérémonies dans d'autres pays qui pourraient ne pas rencontrer les critères, soit des cérémonies civiles ou religieuses, qui pourraient peut-être ne pas rencontrer les critères pour un mariage ou pour un divorce ici. Ça serait à expliquer devant le tribunal pour voir quelle est la situation. Il y a des situations assez compliquées dans certains pays ou dans certaines religions. Sont acceptées des choses qui ne sont pas selon les valeurs de la société canadienne. Prenons par exemple la situation de l'Église, je pense, des Mormons, là, Jésus-Christ des derniers jours, des choses comme ça, dont je ne sais pas si c'est toute cette religion-là ou juste une certaine secte. Bien, ils peuvent avoir le nombre de femmes qu'ils désirent, je pense. Il y a eu quelques cas de cours, entre autres en Colombie-Britannique, pour une secte qui se revendiquait de cette religion-là, sous le nom de Bountiful, où les enfants étaient mariés en très bas âge. Il n'y avait pas de limite pour les hommes pour avoir un nombre d'épouses. Ça créait beaucoup de problèmes parce que des fois, c'était pas évident qui était le père de tel enfant. Ça faisait des fois, je pense que le grand responsable de cette section-là avait un nombre incroyable d'enfants, 70, quelque chose comme ça. Alors, ça causait bien des problèmes. Comment est-ce que l'Agence du revenu du Canada peut calculer si les déductions qu'ils admettent pour les dépenses pour les enfants sont légitimes dans un cas comme ça, par exemple? Alors, ça avait des conséquences non seulement pour le noyau familial, mais aussi pour la société en général. Alors, c'est des cas qui doivent être regardés cas par cas, mais le Parlement canadien a passé encore une loi, ou je ne sais pas si c'est passé en troisième lecture, je pense que oui, il y a quelques mois, où même dans le titre de la loi, le gouvernement s'est permis de passer un jugement en disant, en faisant référence à des pratiques barbares. C'est allé un peu loin pour mettre ça dans le titre de loi, mais il y a des pratiques, des coutumes acceptables ou acceptées dans d'autres pays qui ne sont pas acceptées ici. Et ça fait une situation qui n'est pas toujours facile à manœuvrer parce que là, c'est pas toujours deux ressortissants du même pays qui vont saisir le tribunal d'ici de cette situation-là. Des fois, ça peut être un mariage d'une personne qui vient d'un de ces pays-là avec une autre personne qui vient d'ici ou qui vient d'un autre pays avec d'autres traditions, et ainsi de suite. Mais chaque situation doit être regardée. Mais en général, ici, les mariages sont reconnus par la société canadienne, soit les mariages civils ou les mariages religieux. Mais dans les deux cas, tant la société que la religion ont des obligations. Quelles sont les étapes à franchir pour obtenir un divorce? Bien, avant le divorce, habituellement, on fait un accord de séparation pour décider si c'est possible, le plus possible de choses sur lesquelles on peut s'entendre. Comme les deux parents sont responsables des frais de l'enfant, bien, c'est à décider dans quelle mesure ils vont contribuer dorénavant à élever les enfants et à financer leurs besoins. Alors, tout ça est discuté et confirmé ensuite dans un accord de séparation. Et s'il y a des éléments qui ne peuvent pas être discutés, mais là, ça va être à la Cour de trancher ces éléments-là. Si les gens ont été mariés,
ça prend un jugement de la Cour pour qu'ils soient divorcés. Alors, bien les gens pensent que, vu qu'ils sont séparés, que c'est un divorce. Non. S'ils sont mariés, soit civilement, soit devant une religion, ça prend un jugement civil de la Cour pour qu'ils soient divorcés. Alors, même quand on est séparé, on n'est pas divorcé, et on peut être séparé et vivre sur le même toit. C'est une question de relation entre les parties. Si un couple n'a pas été marié civilement et qui vit en vie commune pendant longtemps, est-ce que concernant le divorce, la loi s'applique de la même façon? Le mariage, ça ne s'attrape pas. Dans le sens qu'on ne peut pas acquérir le mariage par une vie commune. Alors, on est des conjoints de fait, mais on n'est pas mariés. Quand il n'y a pas eu une cérémonie prévue par la loi, qui est soit présidée par un célébrant reconnu d'une religion quelconque, là, par la province, ou par un officier civil qui peut être un juge de paix, qui peut être n'importe qui est reconnu. Là. Alors, c'est les deux façons dans toutes les provinces canadiennes où on peut être marié. Mais Maître Gérard, n'est-ce pas qu'il y a une disposition de la loi qui dit à peu près ce qui suit? Si une femme et un homme vivaient dans un même toit, sont considérés comme étant mariés. Mariés en common law, mais c'est pas marié. Ils ne peuvent pas obtenir un divorce s'ils n'ont jamais été mariés. Mais le tribunal a juridiction pour entendre leurs doléances s'ils ont des droits sur lesquels ils ne peuvent pas s'entendre avec l'autre partie. Ça peut être, s'ils ont des enfants ensemble, ça veut dire qu'ils ont non seulement des droits, mais des responsabilités. S'ils n'ont pas d'enfants, des fois, c'est des droits ou des responsabilités vis-à-vis l'autre conjoint, parce qu'ils se sont aidés mutuellement, tout comme s'ils étaient mariés, mais ils n'étaient pas mariés. Mais ils ne peuvent pas obtenir le divorce, parce que le mariage n'a jamais été célébré. Mais ils ont quand même d'autres droits et d'autres responsabilités. Il y a un problème pertinent dans la communauté, c'est le partage de biens après le divorce. Ce qui arrive le plus souvent, c'est que les femmes en général ne sont pas très informées sur le partage de biens. Voici le cas, par exemple, il y a le mari qui est installé ici depuis, et la femme arrive l'instant d'après. Ils sont mariés pendant un moment, après le mariage, divorce, échoue. Alors, qu'est-ce que la loi dit en fonction du partage de biens? Où le mari est d'abord installé, qui a acquis un bien, et la femme vient après. Règle générale, c'est un partage 50-50 sur les biens, pour la vie du mariage. Mais si c'est inéquitable pour une bonne raison, c'est aux parties à l'argumenter, soit lors des discussions pour l'accord de séparation, soit pour l'ordonnance qu'on souhaite avoir en cours. Et c'est réellement du cas par cas, parce qu'il faut prendre en considération toutes les situations possibles. Y a-t-il une différence entre les droits des familles africaines et les droits des familles ici au Canada, selon votre expérience et selon vos recherches? Oui, on est sujet à la législation du pays où on demeure. Alors, lorsqu'on est en Afrique, ou en Europe, ou aux États-Unis, on est sujet aux lois de ces pays-là et à l'interprétation du droit qu'en fait les tribunaux. Il y a 8 ans, quand j'ai commencé à aller à chaque mois en Alberta, j'ai donné une séance d'information à ce qui s'appelle le Centre d'accueil des nouveaux arrivants francophones à Calgary. J'ai été surpris de voir la diversité des francophones à Calgary. C'est un peu comme Toronto, il y a des francophones de partout. J'en avais de l'île Maurice, de l'île La Réunion, j'en avais de presque tous les pays francophones d'Afrique et de quelques-uns de l'Europe. Et j'ai eu une question un petit peu comme ça, quand j'ai parlé des testaments,
parce qu'il y a un type qui me disait que lui voulait, à son décès, que son épouse ne reçoive rien parce que c'était la tradition de son pays ou de son village, je ne sais pas, que tout aille à ses enfants. Ben, j'ai dit, ici, ça ne pourrait pas être fait. Et à notre décès, c'est la cour des successions de l'endroit où on demeure d'une façon permanente que juridiction. Alors, si vous décédez à Mississauga, c'est la cour à Brampton qui a juridiction pour les successions du comté de Peel. Si vous décédez à Etobicoke, bien, c'est la cour des successions qui est sur la rue Université au centre-ville de Toronto, la cour des successions, qui a juridiction. Et c'est les lois de l'Ontario qui s'appliquent. Et si on fait, par exemple, dans notre testament, une disposition qui a comme résultat que notre conjoint ou notre conjointe avec qui on est marié ou même non marié n'a rien, bien, en vertu des lois de la province, ce conjoint-là peut contester la succession pour avoir quelque chose, parce que si elles ont été mariées, bien là, il y a plus de protection que si on n'est pas marié. Mais même si on n'est pas marié, on peut prouver au tribunal qu'il y aurait enrichissement sans cause s'il n'y avait pas de compensation donnée au conjoint survivant qui a passé sa vie à aider l'autre conjoint, par exemple, à terminer des études universitaires ou collégiales pour pouvoir gagner un meilleur salaire ou aider à élever les enfants alors que l'autre parent avait un revenu. Les deux travaillent, mais il y en a un qui n'est pas payé. Habituellement, celui qui est à la maison n'est pas payé et il travaille autant. Alors, les tribunaux, de par la loi de la province, ont l'autorité pour corriger des injustices qui seraient faites par quelqu'un qui ferait un testament en oubliant qu'il y a des obligations qui s'impliquent. Par exemple, il y a quelques années, moi, j'ai contesté ici à Brampton une succession d'un type de Québec qui était séparé, qui s'était remarié. Au moment de son décès, ici à Mississauga, il payait une pension alimentaire à ses 2 enfants mineurs à chaque mois. Et il n'en a pas tenu compte en rédigeant son testament. Il l'a fait seulement en faveur de sa nouvelle épouse. Alors, à notre décès, ou dans notre testament, on ne peut pas éviter des obligations qu'on avait. Par exemple, si on n'a pas payé l'impôt pour quelques années, bien, notre succession va devoir faire des rapports d'impôt pour les années qu'on n'a pas fait et payer ce qu'on aurait dû payer à l'impôt pour les années antérieures et pour l'année du décès. C'est une des fonctions d'un fiduciaire, là, où on appelle ça absolument un exécuteur de la succession, de faire ces rapports d'impôts-là. Sinon, si les biens du défunt sont partagés avant que cette personne-là reçoive la confirmation de Revenu Canada que les dettes d'impôts personnels du défunt ou de la défunte ont été payées, bien, cette personne-là qui remet les biens du défunt avant d'obtenir cette information écrite-là de Revenu Canada, s'expose personnellement à être tenu responsable des dettes à l'égard de l'État. Alors, c'est important de se souvenir de ça. Tout ça pour dire, bien, si on n'a pas prévu de faire un testament ou si on a fait un testament mais qui ne tient pas compte de nos obligations vis-à-vis d'un conjoint ou des enfants mineurs, bien là, la Cour peut intervenir en leur faveur. Puisque moi, quand je vous suis, on dirait qu'on s'entend seulement à l'aspect financier. Mais puisque d'après mon expérience, je vois que les enfants dont les parents sont divorcés, ils subissent. Ça, c'est mon expérience. Je ne peux pas donner un exemple concret, mais mon observation et mon expérience, je vois que ces enfants subissent beaucoup. Et parfois, il y a des, pour dire troubles de comportement, mais il y a beaucoup de difficultés. Et je souhaiterais que l'aspect, le droit soutient un peu
les psychologues qui viennent auprès de ces enfants. Je remercie le secrétariat du réseau des chercheurs africaines d'avoir reproduit les informations qui vous donnent le guide complet des procédures. Il est daté d'avril 2012, mais c'est à l'heure actuelle les procédures qui sont en vigueur. Lorsqu'on a un document comme ça, il faut tout le temps vérifier si c'est celui qui est utilisé au moment où on veut procéder devant la Cour, parce que régulièrement, il y a des modifications aux procédures, aux règles ou aux formulaires. Alors, ici, vous avez exactement l'information qui est donnée en français et en anglais sur le site du ministère du procureur général de l'Ontario. Alors, si jamais vous avez des collègues qui cherchent la version anglaise des informations d'aujourd'hui, c'est disponible sur Internet. Et dans tous les tribunaux de la famille, il y a gratuitement des sessions d'information en anglais ou en français, mais c'est surtout en anglais qu'elles sont données en plus grand nombre. Par exemple, à la Cour de la famille sur la rue Shepherd, au 2e étage du 47 rue Shepherd, il y a là, une fois par semaine, je pense, une session d'information pour les gens qui ont besoin d'informations en matière du droit de la famille. Et c'est obligatoire, avant de procéder devant les tribunaux, de bénéficier de ces sessions-là pour avoir l'information adéquate. Ça évite aux gens de déposer des documents incomplets ou de faire des erreurs dans les documents qu'ils complètent. Alors, c'est pour ça que la première partie du guide, c'est des renseignements qui sont donnés avant qu'on dépose des documents au niveau du droit de la famille. Il faut savoir devant quel tribunal on va le déposer et quelles sont les ressources qui sont à notre disposition, y compris les ressources gratuites. Alors, il y a 2 tribunaux qui ont compétence en matière du droit de la famille. Le tribunal provincial, où les juges sont nommés par la province, et le tribunal supérieur, la Cour supérieure de justice, où les juges sont nommés par le fédéral. Pourquoi est-ce qu'il y a deux endroits qui s'occupent des droits de la famille? Bien, c'est que nous avons des lois fédérales et des lois provinciales, et le droit de la famille touche aux 2 domaines. Lorsque les gens veulent discuter d'un problème, ils doivent vérifier quel est le tribunal compétent. Alors, la grande distinction, c'est lorsque les gens sont mariés et s'ils considèrent une séparation et un divorce, c'est seulement la Cour supérieure de justice qui peut donner un divorce. Tandis que si c'est pour discuter d'accès à des enfants, de pension alimentaire, ça peut être discuté au niveau provincial. À certains endroits, ils ont fait une cour unifiée de la famille. Alors, c'est pour entendre au niveau unifié, au niveau de la Cour supérieure, toutes les questions qui parlent des droits des conjoints, des droits des enfants, du partage des biens familiaux, si c'est nécessaire de faire un partage, des réclamations qui sont relatives au domicile familial ou sur les autres biens et réclamations pour enrichissement injustifié d'un conjoint par rapport à l'autre. Et pour les requêtes, s'il y a lieu d'en faire ou de faire un appel, une décision en matière de pension alimentaire pour les enfants ou pour le conjoint. Il y a beaucoup de ressources juridiques à la disposition des gens qui cherchent de l'information. Il y en a sur Internet, qui sont disponibles sur le site Internet du ministère du procureur général. Il y en a au site d'Aide juridique Ontario. Il y en a en personne. La plupart des cliniques juridiques dans la région de Toronto ont une section du droit de la famille où il y a des avocats qui peuvent donner de l'information pour ça, pour n'importe quel problème dans le domaine du droit de la famille ou
peuvent donner accès à des avocats du service privé, en exercice en pratique privée, pour ceux qui ont besoin d'être représentés devant les tribunaux. Dans chaque tribunal, il y a un centre d'information sur le droit de la famille où vous pouvez obtenir des dépliants et avoir une personne ressource qui répond à vos questions. Alors, si c'est nécessaire de déposer une requête en cours, il faut voir les alternatives avant. Est-ce que c'est vraiment essentiel de saisir la Cour d'un problème familial qui existe au niveau d'un couple et des enfants? C'est tout le temps mieux si on peut s'entendre entre nous, en autant que chacun est bien protégé, soit avec l'aide de professionnels dans le domaine du droit ou de l'information qu'on peut obtenir. On peut décider entre nous quelle est la solution que chacun veut accepter. C'est juste quand les parties ne peuvent pas s'entendre sur la solution ou lorsque c'est nécessaire qu'une chose qu'on ne peut pas obtenir soi-même, mais qui doit être décidée par la Cour, comme un divorce, qu'on dépose une demande en cours. C'est possible de faire une requête conjointe en divorce. Alors ça, c'est plus simple et ça montre au tribunal que les deux parties sont d'accord pour obtenir un jugement de divorce, que ce n'est pas, comme dans les autres procédures, une démarche unilatérale d'une partie contre l'autre partie qui veut peut-être pas obtenir un divorce. Alors, il y a la possibilité de, par le guide de procédure, les règles, et plus tard on va voir les formules, d'avoir une requête conjointe où là on confirme la même information qu'on confirme lorsque une partie veut une requête en droit de la famille ou en divorce. Il faut informer le juge quelle est la situation. Et dans la requête, on demande qu'est-ce qu'on veut au tribunal. Est-ce que c'est d'avoir la garde des enfants, d'avoir accès aux enfants? Est-ce que c'est le partage des biens? Est-ce que c'est le divorce? Et par après, il faut signifier le document à l'autre partie, si ce n'est pas une requête conjointe, pour s'assurer que l'autre partie puisse y répondre. Parce que l'autre partie, dans une situation de couple, a nécessairement le droit de faire connaître au tribunal sa position. Alors, l'autre partie, le document de la partie qui a reçu la demande, l'autre partie, son document s'appelle la défense à la demande. Et c'est là que l'autre conjoint peut confirmer les informations qui ont été données dans la demande ou répondre autrement en disant, bien, on n'est pas d'accord avec telle information, on veut mettre devant le tribunal une information différente. La partie 3, c'est celle où on n'a pas procédé d'une façon conjointe, les deux conjoints. C'est juste une partie, soit l'époux ou l'épouse, qui dépose la demande. Alors là, la partie 3 explique comment déposer la défense. Alors, c'est un formulaire qui est particulier et qui va fournir à cette personne-là l'occasion d'informer le tribunal sur la situation personnelle des parties et des enfants. Et une fois que c'est complété, il faut tout le temps signifier le document à l'autre partie pour que l'autre partie aussi puisse, tout comme le défendeur, une partie a pu répondre à la demande, l'autre doit avoir connaissance de tous les documents déposés en réponse à la demande. Et pour ça, il faut déposer au tribunal un affidavit de signification. C'est une preuve qu'on a remis notre document à l'autre conjoint. Et si, même quand on a déposé des documents séparément, c'est tout le temps possible de s'entendre à l'amiable. Lors d'une audience, on peut confirmer qu'il n'y a plus de point de divergence entre les deux personnes et le juge va ratifier la position que les parties auront négociée dans la mesure où ça correspond au droit et à la protection qu'on doit faire, entre autres, des parties vulnérables comme les enfants. Alors, le juge va régulièrement avoir des questions
à poser aux parties pour s'assurer que les enfants d'un couple qui veut divorcer soient bien protégés, qui va garder les enfants, que l'autre partie va avoir un accès généreux aux enfants, quelle école vont continuer d'aller les enfants, qui va s'en occuper au niveau des besoins scolaires, mais aussi dans les autres domaines comme la santé. Un des documents qui n'est pas toujours intéressant à compléter, c'est les états financiers. Alors, si les parties ne peuvent pas s'entendre à l'amiable, comment s'entendre en cas de séparation pour payer une pension qui va être suffisante pour les enfants et pour le conjoint qui en a besoin? Bien, il faut que le tribunal soit informé de la situation financière et si ça dure trop de temps, bien, normalement, les états financiers qui sont signés à une date deviennent vite désuets parce que les gens n'ont pas toujours les mêmes revenus ou les mêmes dépenses. C'est pour ça que un des documents qui est un peu compliqué à remplir, c'est celui des états financiers parce qu'il faut les tenir à jour. Si l'information à la Cour dépasse 30 jours, habituellement, on nous demande de déposer une mise à jour des états financiers pour expliquer la situation financière de chacun des deux époux. Les critères sur lesquels la Cour se base pour décider que soit le mari ou la femme a les droits de la garde des enfants ou droit de visite, par exemple. C'est base sur quels critères? C'est le meilleur intérêt de l'enfant. Alors, quand les parties savent ça, c'est à eux à argumenter d'après chacune des parties quel est le meilleur intérêt des enfants. Souvent, chaque parent va dire, bien, l'intérêt meilleur des enfants, c'est qu'ils soient avec la mère ou avec le père. Alors, il n'y a pas de solution magique. Il faut regarder dans chaque cas, pour les enfants de ce couple-là, quel est le meilleur intérêt pour les enfants. Et le juge va décider si les parties ne peuvent pas s'entendre. Après avoir entendu les parties, après avoir entendu les avocats des parties, s'il y a des avocats au dossier. Et si le juge a besoin de plus d'informations, comme ça l'arrive souvent, parce que le juge ne vit pas dans cette famille-là au quotidien, et c'est difficile pour un juge de prendre une décision qui va lier les enfants et les parties pour longtemps, à moins qu'une des parties en appelle de cette décision-là pour tenter de la faire renverser. Alors, les enfants et les parents sont pris longtemps après la décision de la Cour. C'est pour ça que les juges, de plus en plus, demandent une expertise extérieure aux parents qui va donner de l'information neutre, soit un travailleur social, soit un psychologue, soit de l'information en provenance d'un enseignant des enfants, va être fournie à la Cour pour informer le juge ou la juge que d'après eux autres, ça serait mieux que l'accès soit donné à telle partie du couple, la garde à telle partie du couple, ou si les parties s'entendent très très bien, ça peut être une garde partagée. Question sur WhatsApp. Il y a un père qui a obtenu la garde des enfants et la mère a le droit de visite. Les deux vivent dans deux provinces différentes. Lorsqu'arrivent les grandes vacances, le père inscrit les enfants dans différentes activités pour empêcher la mère de les voir. Qu'en dites-vous? C'est une démonstration qu'une partie tente de bloquer le droit de l'autre parent d'avoir accès aux enfants. Surtout si le tribunal a déjà donné des droits d'accès. Il faut les respecter. Mais ça arrive dans bien des cas qu'un parent va tenter de s'organiser pour soit avoir plus d'avantages que la décision du juge va lui en avoir donné, ou pour brimer les droits de l'autre partie. Et ça, le tribunal n'accepte pas ça parce que ce n'est pas dans l'intérêt des enfants. Les enfants ont besoin habituellement des deux parents et c'est pas parce que les deux adultes ne s'entendent plus que
les enfants doivent être punis en conséquence. Et c'est pour ça que dans les centres d'information du droit de la famille, il y a des dépliants qui sont donnés. Plus un enfant est jeune, plus il risque de subir des contre-coups d'une séparation. Alors c'est pour ça qu'il y a des petites brochures qui sont faites spécialement pour les enfants, pour qu'ils comprennent que c'est pas de leur faute si leurs parents ne peuvent plus vivre ensemble. Ça ne veut pas dire que leurs parents ne les aiment plus. S'il faut voir à d'autres arrangements qu'on avait alors que tous étaient sur le même toit, c'est certainement plus compliqué maintenant qu'il y a 2 foyers et que la situation doit être négociée soit par les parties ou décidée par la Cour. Comment l'avenir va se faire au niveau de la famille qui va être éclatée et qui ne pourra plus vivre sur le même toit. Et d'une façon unilatérale, on ne peut pas enlever les droits d'un parent vis-à-vis ses enfants et on ne peut pas priver un enfant de ses droits d'accès à ses parents. Il faut faire ça selon des procédures publiques qui sont adversariales. Si les parties ne s'entendent pas, mais leurs différends vont être soumis au tribunal et c'est le tribunal qui va décider. Alors c'est pour ça qu'il y a un guide des procédures qui a été expliqué la dernière fois. Il y a des sessions obligatoires d'information si les gens font appel au tribunal vu qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Alors, les 2 devront, c'est pas nécessaire d'y aller à la même session d'information, mais pour que la date d'audience d'un procès en matière familiale soit fixée, il y a, en plus de l'obligation de déposer par écrit la position des parties, il y a celle d'avoir profité d'une session obligatoire d'information qui est donnée à la Cour, à tous les tribunaux familiaux. Il y a une salle réservée maintenant pour les sessions d'information. Et la personne responsable de ces sessions-là donne un certificat de présence aux gens qui y sont, de telle sorte que ce certificat-là fait partie du dossier de la Cour pour montrer qu'ils ont bénéficié de cette information-là. Et c'est seulement après cette condition-là et l'autre condition qu'une date d'audience peut être fixée pour qu'un juge entende les parties. L'autre condition, c'est qu'un autre juge, différent de celui qui va entendre le dossier, devra présider une conférence qui peut être en vue d'un règlement à l'amiable, si les 2 parties veulent tenter avec le juge de trouver des solutions à l'amiable. Mais ça va être une occasion pour les parties d'avoir, d'une façon non officielle, des commentaires du juge sur leur position et de savoir si tout est prêt pour l'audience. Question au téléphone. Si l'un des conjoints réalise que l'autre manipule les enfants pour en obtenir la garde, que faire? Pour les gens qui veulent se séparer ou divorcer, c'est de ne pas utiliser les enfants en otage. Parce que ça va paraître à la Cour à un moment donné que les enfants ont été utilisés, une partie a tenté d'utiliser les enfants comme otages pour gagner un avantage. Et quand on n'accepte pas cette information-là, de ne pas utiliser les enfants comme otages, au niveau de la session d'information, ça va paraître par après dans les démarches des parties qu'une partie va tenter, des fois en donnant de l'information aux enfants qu'ils ne devraient pas donner. Alors on recommande aux parties de ne pas transposer le désaccord entre 2 adultes en faisant en sorte que le parti, le jeune, va recevoir de l'information juste d'une partie qui tente de gagner à son avantage l'adhésion de cet enfant-là à sa position. Est-ce que le fait que le nouveau conjoint et l'aise a beaucoup d'argent, ça peut aider l'ancien conjoint avec
le montant des pensions alimentaires qu'il devait payer, par exemple? Le juge a, de par la loi, un mandat particulier de s'informer et de vérifier si l'enfant est bien protégé. Et ça a été une situation où j'ai dû dire par écrit au tribunal que le nouveau conjoint est en mesure d'aider la mère à subvenir aux besoins financiers de l'enfant. Question par courriel. Dans quel cas une femme peut verser la pension alimentaire à son ex-conjoint? C'est dans la minorité des cas, mais ça arrive. Mais chaque cas doit être regardé en particulier. Par exemple, si, prenons quelque chose fictif qui arrive peu souvent, si le conjoint, un des conjoints est resté à la maison pour s'occuper des enfants, pour que l'autre conjoint puisse faire sa carrière ou puisse suivre des cours pour terminer. Alors là, il peut y avoir un argument d'enrichissement sans cause qui serait considéré pour ne pas avoir un partage égal des biens ou ça serait mis devant la cour, si les parties ne s'entendent pas, pour dire, bien, ça ne serait pas juste qu'une partie qui est à l'aise financièrement ne continue plus de fournir une aide à l'autre conjoint ou aux enfants. Alors, c'est pour ça que l'intérêt de l'enfant à considérer va nécessiter que l'information des deux adultes, tant leur revenu que si un ou l'autre a la garde des enfants, dans quel milieu est-ce que l'enfant va vivre? Est-ce qu'il y a d'autres adultes, d'autres frères et sœurs, d'autres cousins, cousines? Quelle est la conséquence de favoriser une partie plutôt que l'autre? Est-ce que l'enfant va soudainement ne plus avoir accès à une partie de la famille auquel il avait accès avant? Et on va même considérer le droit des grands-parents aussi à voir leurs petits-enfants. Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas une solution, il y a des solutions, mais en fonction de la situation des enfants et des parents. La loi en Ontario confie aux sociétés d'aide à l'enfance le mandat de protéger les enfants qui ont besoin d'être protégés. Donc, si quelqu'un met une plainte pensant qu'un enfant doit être protégé, il doit y avoir des audiences pour montrer bien comment ça se fait que les parents ne sont pas en mesure de voir à leur responsabilité. Ici, c'est le cas, qui devrait être autorisé à s'occuper de l'enfant. Il faudrait qu'on change cette loi-là. Parce qu'à force de protéger les enfants deviennent impolis. En Afrique, on tape les enfants. Si les enfants font des fautes, on les tape. Mais ici, on n'a pas droit à taper un enfant, même si c'est votre enfant. C'est pourquoi les enfants ici font de leur tête. Oui. C'est pas facile de trouver un équilibre entre la nécessité d'avoir une discipline et d'avoir ce qui pourrait équivaloir à une punition physique qui pourrait être hors norme. Et c'est ce qui fait la différence entre élever un enfant sans lui permettre de tout faire, parce qu'à ce moment-là, vous avez raison, si l'enfant n'est pas encadré, si l'enfant n'est pas corrigé du tout pour être hors norme, bien là, il va faire à sa tête et ça va être à son détriment. Et vous avez raison de dire que ce n'est pas dans son meilleur intérêt. Alors, tant les parents que la garderie et l'école doivent surveiller qu'est-ce qui doit être fait pour s'assurer qu'un enfant ne soit pas hors norme et jusqu'à quel point il doit être corrigé. Et quand c'est nécessaire d'aller plus loin, bien, si les parents ne tiennent pas leurs responsabilités, là, c'est la Société d'aide à l'enfance qui, à la suite de plainte, peut demander au tribunal une ordonnance pour protéger l'enfant, pour s'en occuper. Et éventuellement, il peut y avoir une ordonnance qui va limiter les droits des parents et qui pourrait aller jusqu'à donner en adoption l'enfant.
On connaît des gens qui rencontrent des problèmes familiaux à l'occasion, ou que ce soit des cousins, des cousines, des frères, des sœurs, ainsi de suite. Alors, c'est bon de connaître comment le système fonctionne. La société veut être informée du statut familial parce qu'il y a des conséquences juridiques. Par exemple, si deux personnes qui ont des enfants ne vivent plus ensemble, pour quelque raison que ce soit, bien, la société veut savoir qui est responsable de ces gens-là, au niveau de la garderie, par exemple, au niveau de l'école. Qui va prendre les décisions importantes? Est-ce que c'est une personne ou deux personnes? Et d'une façon unilatérale, on ne peut pas enlever les droits d'un parent vis-à-vis ses enfants, et on ne peut pas priver un enfant de ses droits d'accès à ses parents. Il faut faire ça selon des procédures publiques qui sont adversariales. Si les parties ne s'entendent pas, bien, leurs différends vont être soumis au tribunal et c'est le tribunal qui va décider. Cette semaine, on a eu dans l'actualité quelques nouvelles qui touchaient les droits de la famille. Hier, ce qui faisait une manchette, c'était le décès d'un enfant dans la région de Niagara. Un enfant qui avait été confié à la garde de son grand-père. Alors, pour que ça arrive, il faut que le père, donc le fils du grand-père, ait perdu ses droits d'accès et de garde aux enfants, ou s'il y a un accès de garde, il a dû y avoir des audiences pour que la mère et le père aient un accès surveillé. Un accès surveillé, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir des rencontres avec l'enfant ou les enfants qu'ils ont, sans qu'une autre personne soit là pour surveiller ce qui se fait ou ce qui se dit. Et dans ce cas-là, c'est probablement des gens qui ont eu des problèmes soit de violence conjugale, de violence vis-à-vis des enfants, ou de drogue, ou autres raisons importantes par lesquelles un tribunal peut priver les parents d'un accès à leurs enfants, ou peut limiter cet accès-là et mettre des conditions. Cet enfant avait quel âge? L'enfant était très mineur, je me demande si c'est 7 ou 8 ans, et il est décédé cette semaine, et l'allégation du père de l'enfant, c'est qu'il avait prévenu, mais là c'est juste une allégation, il va y avoir une enquête pour vérifier si c'est vrai qu'il avait prévenu la Société d'aide à l'enfance de ne pas confier l'enfant à son père à lui, parce que quand il était jeune, il avait subi de la violence, et il disait que son père était encore violent, et que l'enfant, ce serait, d'après l'allégation qu'il a donnée à la presse hier, alors il n'est pas allé à la police, du moins pas encore, semble-t-il, il n'est pas allé devant le tribunal. L'allégation, c'est qu'il avait informé les autorités que son père était violent et que si lui ne pouvait pas avoir la garde de l'enfant, ça ne devrait pas être confié à son père. Et ça a été malgré tout confié à son père. Et les journaux laissent entendre que la Société d'aide à l'enfance avait un dossier qui indiquait que le père avait été violent envers son propre fils il y a longtemps. Alors, c'est dommage qu'à ce moment-là, si c'est vrai, que cette situation-là soit arrivée. Une enquête va devoir être instituée à la fois au niveau criminel et au niveau administratif par la Société d'aide à l'enfance. La loi en Ontario confie aux sociétés d'aide à l'enfance le mandat de protéger les enfants qui ont besoin d'être protégés. Donc, si quelqu'un met une plainte pensant qu'un enfant doit être protégé, il doit y avoir des audiences pour montrer bien comment ça se fait que les parents ne sont pas en mesure de voir à leur responsabilité. Et si c'est le cas, qui devrait être autorisé à s'occuper de l'enfant? Alors, le guide des procédures est là pour faciliter la tâche, parce que de plus en plus, il y a des gens qui décident soit qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne peuvent pas avoir les services d'un conseiller juridique pour les aviser, y compris pour les assister lors des audiences. Alors, le guide de procédure est moins aride à regarder que les règles de procédure. Si j'ai un enfant qui me donne, par exemple, j'ai la difficulté à les maîtriser ou bien
pas à les maîtriser. Je manque peut-être les mots qu'il faut dire. Par exemple, j'essaie de donner des directives, mais ça ne passe pas. Ouais. Alors, quels sont mes droits? Comment est-ce que je dois faire pour que mon enfant là, je puisse avoir une bonne relation avec lui, ou bien j'ai un droit quelconque pour l'aider, mais un droit qui m'aide à l'aider. Ouais. Ouais. Et dès qu'on voit qu'il commence à y avoir une aliénation entre parents et enfants, Ouais. c'est bon de consulter les organismes qui sont là pour aider la famille. Il y a beaucoup d'organismes communautaires qui sont subventionnés par Centraide, United Way, pour aider les familles dans une situation comme ça. Il y a un service familial catholique, il y a un service familial de différentes religions ou de dans différentes parties de la ville qui peuvent aider. On peut demander conseil à des travailleurs sociaux, on peut demander conseil aux enseignants. Des fois, le problème vient que le jeune vit une situation à l'école qui pourrait avoir une implication sur la famille. Alors, c'est d'aller chercher l'aide. Et des fois, les parents ne sont pas toujours les gens en situation de parler à leur enfant. Des fois, le jeune qui a grandi, des fois, n'accepte plus de recevoir des conseils, encore moins des ordres des parents. Plus le jeune grandit, plus ce n'est plus des ordres qu'il doit recevoir, c'est des conseils. Et les parents doivent savoir, être un peu des psychologues, que le truc, c'est de dire pourquoi on pense que c'est important quand on leur fait un conseil. Pourquoi est-ce que ce conseil-là est important qu'il soit suivi? Souvent, la façon de se prendre pour parler à quelqu'un, même si c'est entre conjoints, tout est dans la façon de dire à l'autre ce qu'on ressent et ce qu'on pense qui est important pour nous. Et de là, bien, il peut y avoir une négociation entre conjoints et même entre parents et enfants pour dire, bon, ben, es-tu d'accord à faire ça? Moi, je pense que c'est ça qui est bien. Et puis, si tu n'es pas d'accord, bien, il y a peut-être telle autre chose où on pourrait faire un compromis. Hein? Alors, souvent, c'est dans la façon dont on va traiter les autres avec respect, entre conjoints ou entre parents et enfants, qu'on va gagner le respect de l'autre et que l'enfant va respecter ses parents. Question au téléphone. Lorsqu'une personne n'a pas de famille au Canada meurt, que faire pour récupérer ses biens afin de les faire bénéficier aux membres de sa famille qui sont hors Canada? D'abord, pour le temps où la personne vit, c'est bien qu'elle se protège si elle est capable de faire un testament et des procurations, qu'elle signe ces deux documents-là. On n'est pas obligé de faire un testament, puis on n'est pas obligé de signer des procurations aux biens de la personne et aux soins de la personne. Mais si on ne le fait pas, c'est plus compliqué lorsqu'arrive une situation où ça aurait dû être fait. Si la personne a encore sa capacité pour signer un testament, c'est ce qui aiderait le plus sa famille. Parce qu'habituellement, on cède nos biens aux gens de notre famille. On ne tient pas à ce que ce soit l'État qui hérite de nos biens. Alors, dès qu'on est majeur, c'est dans notre intérêt de signer un testament. Mais les gens disent tout le temps, « Ah, je suis trop jeune, j'ai pas assez d'argent, je suis pas malade, je ferai ça plus tard. » Et le plus tard, des fois, devient trop tard. Moi, c'est arrivé à des fois d'être appelé par des gens de la famille, « Vite, vite, viens à l'hôpital, notre mère est mourante, et puis elle vient nous dire qu'est-ce qu'elle aimerait qu'on fasse avec ses biens. » J'arrive à l'hôpital, puis le médecin dit, ben, même si elle était venue hier, elle n'a plus sa capacité, elle ne peut pas signer de testament. Puis là, c'est juste le mot d'un enfant contre celui de l'autre. Ah, tel bien, elle me l'a donné, c'est oral. Un testament doit être écrit.
et être témoigné par deux témoins s'il est daxographié. Il peut être entièrement de la main du testateur ou de la testatrice, sans témoin, mais ça, il faut s'assurer qu'on fait soi-même son testament, de ne pas créer une confusion et faire en sorte qu'il devienne invalide. Alors, si on est en mesure de signer un testament avec des procurations, c'est ce qui va protéger le plus nous de notre vivant et notre famille ou nos amis. Sinon, si on décède sans testament, la Cour devra nommer à notre place quelqu'un pour gérer nos biens. Alors, l'avantage du testament, c'est qu'on peut nommer n'importe qui au monde pour gérer nos biens. Et la Cour de l'Ontario va respecter ça. Mais si on n'a pas fait de testament et que notre famille, tous nos héritiers possibles sont à l'extérieur de la province, pas nécessairement encore plus à l'extérieur du pays, aucun d'eux peut être nommé par la Cour de l'Ontario, parce que la Cour de l'Ontario a juridiction juste sur les résidents de l'Ontario et elle n'a pas reçu par un testament une directive de la personne qui est décédée, comme quoi elle avait assez confiance à telle personne de l'extérieur de la province ou telle personne à l'extérieur du pays pour gérer ses derniers biens. Alors là, si la personne décède puis il reste un condo, un compte de banque, ou une auto, ou un chalet, un bateau, n'importe quoi, ici, il va falloir que la Cour de l'Ontario reçoive une requête de quelqu'un de la famille ou quelqu'un des amis de la famille. Quand il n'y a pas de testament, la Cour va même demander des garanties, à moins d'être exempté d'avoir à déposer une caution, une assurance qu'on paie pour s'assurer que le fiduciaire nommé par la Cour et non pas nommé par testament remplisse bien ses fonctions, parce que la Cour, elle ne connaît pas les individus, puis si quelqu'un veut être en charge d'une succession, la Cour veut s'assurer que la personne s'en ira pas qu'il vient au Mexique, plutôt que de les remettre, comme la loi le dit, aux plus proches dans la famille. Alors, la loi prévoit que les plus proches, les parents, les enfants, les frères et sœurs, pourraient hériter d'une personne qui n'a pas fait de testament, mais pour ça, il faut que quelqu'un gère et soit revenu par la Cour comme fiduciaire. Alors, s'il n'y a pas de testament, la Cour va nommer quelqu'un d'ici. Question par courriel. Si quelqu'un n'a pas une famille directe ici au Canada, a-t-on la possibilité de faire venir un membre de sa famille hors Canada pour s'occuper de sa succession? Oui, mais c'est à vos frais. Qui va avancer les fonds? La banque. Si le compte de banque est seulement au nom de la personne qui vient de décéder, mais elle n'a pas besoin de décéder, des fois on perd notre capacité juridique avant d'être décédé. C'est pour ça que c'est bon aussi d'avoir des procurations au bien de la personne et aux soins de la personne. Et ça va permettre à quelqu'un en qui on a confiance de gérer nos biens, même quand on est capable de les gérer. On peut des fois avoir un accident puis ne plus être capable de signer nos chèques. Bien, si on ne peut plus signer nos chèques pour quelques mois, cette personne-là peut le faire à notre place. Et si dans la procuration, on a prévu que la procuration demeurait valable, demeurait valide, même si on est déclaré incapable de gérer nos biens, bien là, la personne qu'on a nommée ou l'alternative qu'on a nommée à cette personne-là peut signer nos chèques et prendre nos décisions financières ou nos décisions non financières, si c'est pour les soins de la personne, à notre place. Et si ce n'est pas dans la procuration, cette partie-là qui confirme qu'elle demeure valable en cas de perte de capacité juridique, à ce moment-là, il faut que quelqu'un de la famille aille en cours demander d'être nommé gardien au bien de la personne. Ça, c'est pas en cas de décès, ça, c'est juste en cas d'incapacité juridique. Mais c'est plus compliqué, ça coûte plus cher. Il faut déposer un plan de gestion. Vu que c'est pas la personne qui nous a nommés pour être
gardien de ses biens, en cas que cette personne-là soit incapable juridiquement de les gérer. La Cour va vouloir avoir plus de garanties. Ils vont demander un plan de gestion. Ils vont demander au tuteur et curateur public de revoir ça pour le commenter pour le tribunal. Et dans certains cas, ils vont dire, bon, votre plan n'est pas adéquat, vous allez en déposer un autre si vous voulez être autorisé à gérer les biens. Alors, il suffit qu'un des biens du défunt soit seulement au nom du défunt pour que la banque dise, bien, ce compte-là, il va être gelé. On va permettre, habituellement pour 2 occasions, d'utiliser le fonds du défunt, payer les funérailles, puis payer la taxe sur la valeur de la succession. Et rien d'autre. Ah, ils ne peuvent plus nous donner, s'il y a l'argent dans le compte, ils ne vont pas donner. Ils vont attendre que la Cour... Parce décide. que la banque, elle, l'institution financière veut se protéger pour ne pas être poursuivie par des gens qui poursuivraient la Caisse populaire ou la banque pour avoir remis l'argent à quelqu'un de la famille sans s'assurer que les dettes seraient payées. Parce que la personne qui est nommée par testament fiduciaire de la succession de quelqu'un, ou s'il n'y a pas de testament, la personne qui est nommée fiduciaire de la succession non testamentaire de la personne qui est décédée, il faut qu'elle fasse attention comment elle va gérer les biens. Elle ne peut pas avantager des gens en disant, bien, toi, tu es ma soeur, mon frère, mon ami, mon enfant, je vais te donner de l'argent du défunt. Il faut d'abord payer les dettes. Dans la vie, il y a 2 choses qu'on ne peut pas éviter. La mort et les taxes. Et même après notre mort, les gouvernements veulent s'assurer que les taxes qu'on aurait dû payer de notre vivant qui n'ont pas été payées, ou les taxes qui seraient dues à notre décès, soient payées. Alors, si la personne donne tout de suite aux héritiers ce qui est prévu dans le testament, ou s'il n'y a pas de testament, donne tout de suite aux gens de la famille ce qu'elle trouve dans le compte de banque, cette personne-là, bien, elle risque personnellement d'être tenue responsable par le gouvernement pour le dernier rapport d'impôt de l'année de la succession, par exemple, et de toute année antérieure où ça n'aurait pas été fait. Une des fonctions qu'une personne qui est nommée fiduciaire, soit par testament ou soit par la Cour, pour une succession, c'est de faire ce rapport d'impôt-là au gouvernement pour l'année du décès. Et ça ne peut pas être fait tout de suite parce que les rapports d'impôt d'une année, les rapports qu'on a à remplir pour cette année-là, sont disponibles en fin d'année. Alors, ceux qui décèdent aujourd'hui, ça peut prendre 1 an à leur succession avant de régler toutes les dettes puis les revenus de la succession. Parce que ce que la personne a eu comme revenu taxable pour les mois de l'année avant son décès, son rapport d'impôt de cette année ici, le formulaire va devenir disponible en décembre prochain. Alors, il y a une partie de la succession qui ne pourrait pas être distribuée tout de suite pour s'assurer d'avoir de l'argent pour payer des dettes au gouvernement ou ailleurs. Question au téléphone. Si la personne désignée comme fiduciaire se trouve en dehors du pays, que va-t-il se passer? Une succession pour tous nos biens partout au monde. Et ils doivent être transférés selon la loi où ces biens-là sont situés. Alors, si une personne décède à un endroit où cette personne-là est résident permanent, c'est la cour de district, la cour de succession de ce district judiciaire-là qui a juridiction. Alors ici, si quelqu'un décède à Toronto, pas en voyage, là, mais est résident ici, c'est la cour de Toronto. Si la personne demeure à Mississauga, ça va être la cour à Brampton.
Si la personne est résidente au Québec, ça va être la résidente du district judiciaire au Québec. Alors, c'est les formulaires et la loi de la province qui s'appliquent à ce moment-là. Et si on a des biens ailleurs, bien, notre fiduciaire peut être ailleurs et la succession devra prendre des mesures pour faire transférer les biens ailleurs selon la loi de ces endroits-là. La taxe sur la valeur de la succession va toucher seulement les biens situés en Ontario. Parce qu'ils ne veulent pas, ça serait injuste de facturer, de payer une taxe sur des biens qui ne sont pas assujettis à la province. Et la province, c'est pour ça que c'est une taxe qui est évitable. La province ne fait rien pour mériter cet argent-là. Dette d'études, des bourses, des frais d'études faits par les parents. Alors, au décès des parents, est-ce que ça peut, ça va impliquer les enfants qui restent pour payer les dettes prises par leur papa? Bien, la succession est personnelle, alors il y a des dettes qui pourraient ne pas être payées s'il n'y a pas d'argent dans la succession. OK. Et ça combien? La personne qui va accepter de gérer la succession va dépenser du temps. Elle pourrait ne jamais être compensée pour le temps qu'elle va passer s'il n'y a pas d'argent pour la compenser. Mais elle n'est pas responsable personnellement des dettes. Maintenant, ça dépend quelle dette un défunt laisse. Si c'est des dettes pour lesquelles un conjoint pourrait être tenu responsable, par exemple pour les nécessités de la vie, si c'est du manger qu'une personne a acheté puis n'a pas payé à l'épicerie depuis quelques mois la dette, bien l'épicerie va tenter de voir si, par l'obligation d'un conjoint de subvenir aux nécessités pour l'autre conjoint, s'il ne peut pas se faire rembourser par le conjoint survivant à ce moment-là, si la succession n'a pas d'argent. Mais règle générale, les dettes, c'est personnel et ça va dans la succession. Il y a des successions qui ne sont pas en mesure de payer au complet toutes les dettes, tout comme des fois, dans les faillites, il y a des créanciers qui ne sont pas entièrement payés pour tout.